Modérateur cet après-midi de cette table ronde. Et donc, bien sûr, j'aimerais remercier les organisateurs pour cette invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être accompagné de trois magnifiques artistes. Nous avons Alina Friske, Gretchen Andrew et Michael Mandeberg. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Donc, nous allons présenter leurs travaux et nous allons parler du leurre du numérique. De quoi s'agit-il? Ce leurre numérique dans le titre de cette session. Eh bien, nous allons nous intéresser aux transformations par le biais des algorithmes du monde numérique. Comment ils créent de nouvelles formes de séduction. La séduction, c'est-à-dire dans cette culture visuelle contemporaine. La séduction, bien sûr, fait référence à l'attrait de notre regard, créant des désirs et potentiellement changeant notre perception de la réalité. Nous allons parler de l'art comme réponse à ces formes d'images. Donc, nous allons parler de la culture du selfie, des filtres, des applications. Nous allons parler des photos qui pourraient être stockées en ligne, mais aussi générées par l'IA. Donc, nous allons parler de différentes formes d'images qui ont attrait à séduire l'utilisateur. Nous allons parler de ces nouvelles technologies utilisées sur les réseaux sociaux qui peuvent influencer notre perception des standards de beauté, influencer nos biais et nos normes. C'est un sujet très pertinent pour moi puisque c'est le thème de notre exposition au Photomuseum Winter Tour. Cette exposition, dont le titre est Le leurre de l'image, tout à fait inspiré par ces pratiques des trois artistes qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, Photomuseum Winter Tour est en train d'être rénové. Donc, à partir du printemps, vous voyez, le musée ressemblera exactement à cela. Vous voyez d'ailleurs ici une image numérique réaliste, photographie CGI, qui donc leurre le spectateur, nous pourrions dire. Voici à quoi ressemble le musée aujourd'hui. Voici donc la première image que je pensais vous présenter pour introduire ce sujet du leurre de l'image qui pourrait nous séduire et façonner notre perception de la réalité, bien sûr avec le côté de la temporalité. Nous parlons souvent du photographe qui donc documente le passé, mais maintenant nous avons des images qui nous montrent l'avenir du Photomuseum Winter Tour. Donc si nous regardons cet aspect de l'ubiquité de ces images qui sont partout autour de nous. Et donc, bien sûr, nous sommes influencés par cette perception des images autour de nous. Donc, nous allons, avec mes collègues, au Photomuseum Winter Tour, nous avons commencé à nous intéresser à ce sujet des images. Vous savez, l'image d'un chat. Quand vous la voyez, vous pensez, oh, mignon. Ou une émission. Certains parlent d'Emily in Paris, une émission que peut-être vous préférez peut-être ne pas suivre, mais vous avez ce rappel sur les réseaux sociaux constamment. Les images qui vous font cliquer, comme si vous ne pouviez pas résister. La propagande politique derrière ces images mignonnes et ces promesses sur une application de rencontre. Ou une dernière photo imaginée de logement, comme on peut penser à Paris parfois. Cette photo très belle et en fait, vous vous retrouvez dans un piège sans fenêtre. Donc c'est l'idée du leurre, cette image qui parfois nous trompe. Donc nous allons parler de ce pouvoir persuasif des images et nous allons parler de ce mécanisme du leurre, comment ces images peuvent susciter le désir, générer la valeur et comment elles sont aujourd'hui omniprésentes dans notre culture visuelle, comment est-ce qu'elles peuvent nous contrôler, nous tromper. Nous allons parler de ces nouvelles formes de séduction, ces logiques numériques, le réseau qui sous-tend cet attrait persuasif des images. Donc, j'ai présenté nos travaux et bien sûr, nous allons examiner ces différents aspects au Photomuseum Winter Tour. N'hésitez pas à venir voir, bien sûr, notre exposition
au Photomuseum Winterthur pendant sa tournée. Je ne peux pas donner tous les détails dès aujourd'hui, mais je vais donc commencer par la présentation tout d'abord d'Alina Frisk, la présentation de ses œuvres, de son travail. Merci. Merci Marco pour cette introduction et cette invitation. Merci à Nina. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis Alina Frisk et je travaille entre la photographie, les peintures numériques et les collages. Dans mes travaux, je m'intéresse de près à notre représentation de nous-mêmes en ligne. La communication par le biais des selfies en fait partie et l'effet des images sur Internet, les effets sur nous dans notre quotidien. Donc, j'utilise des images qui existent déjà en travaillant principalement avec des captures d'écran que je trouve sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Donc, j'utilise ces images pour repérer des fragments que j'utilise, que je recompose dans des collages avec multicouches pour créer de nouvelles scènes. Donc, les images que vous voyez ici ont commencé par le biais d'un dessin ou une idée pour moi, une première idée de cette composition. Puis ces fragments se présentent comme des stries ou dans mon esprit, j'ai déjà une palette de couleurs que je vais utiliser pour l'image finale. Donc, il est très important pour moi de voir la vue d'ensemble, d'avoir dans mon esprit la vue d'ensemble pour prendre en compte cette vue particulière, c'est-à-dire le résumé, je dirais, mais aussi la multitude dans ces images, la multitude d'images dans l'image, comme pour représenter cette tension entre ce que nous voulons montrer, ce que nous préférons ne pas montrer en ligne. Il y a toujours cette tension. Vous voyez donc ce personnage qui cherche à se cacher, qui préférerait ne pas être représenté. Ou ici, vous voyez l'utilisation des tissus. Dans ce cas, nous voyons que la composition est à l'inverse de l'intention première de cette image. C'est comme une photo que l'on souhaite partager avec un public, mais la personne se cache. Cela devient une composition personnelle et non collective. Une autre partie de mon travail est de rechercher des similitudes dans ces représentations. Vous voyez donc des mouvements des mains et c'est lié au schéma, par exemple, dans le positionnement des mains, lorsque nous prenons un selfie, un autoportrait. Comment positionner la main? C'est très commun, finalement. Nous regardons que tout le monde utilise plus ou moins le même positionnement des mains. Et donc, je me suis intéressée à cela. Et au fil du temps, j'ai transformé ce concept en image. Ou alors, je m'intéresse aussi à une certaine texture ou couleur. Et donc, le processus de peinture de tableau, bien sûr, cela prend du temps et je m'intéresse à cet aspect. S'intéresser à ce fragment qui ensuite est mis sur toile et valorisé. Donc, je m'intéresse à l'aspect du temps et de ce développement graduel, couche par couche. Et je m'intéresse aussi aux possibilités de pouvoir zoomer dans les images, sur ces images. Et donc, il y a toujours une fluidité, c'est-à-dire une possibilité que l'image aille au-delà du cadre. Et donc, puisque c'est une image numérique, bien sûr, nous pouvons zoomer ou dézoomer en gardant à l'esprit qu'il se passe peut-être quelque chose juste à côté de cette scène. Donc, il y a une répétition dans le support pour toujours regarder de plus en plus près ce que nous pouvons trouver comme détail lorsque nous regardons les images. Ici, je présente aussi le concept de ma publication de 2022.
Et donc, je représente ici la répétition de l'image présentée de différentes façons, avec un motif qui se reproduit de page en page. Donc, cette image est contextualisée différemment, de page en page, pour représenter un petit peu les portraits contemporains. Et cette fragmentation du soi, je le considère comme un morceau de puzzle. Et ce qui est intéressant dans mon ouvrage, publié en 2022, l'idée était aussi de présenter la palette avec laquelle je travaille. Et c'est ce qui ajoute véritablement une valeur à ces éléments d'image que je découpe. C'est qu'il y a toujours une trace, un récit derrière cet élément que j'ai sélectionné. Et donc, cela a trait à la valeur du médium de la photographie, cette possibilité de pouvoir tirer cet extrait et l'utiliser en format multicouche pour voir ce qu'il peut advenir de ce fragment. Et il y a ici une liste un petit peu scientifique, vous pourriez dire. C'est le résultat de ces longues observations, puisque je prends en compte l'aspect de la temporalité, en mettant en contradiction peut-être l'intention première de l'image, puisque les images sur les réseaux sociaux apparaissent en quelques secondes. Lorsque nous scrollons, on regarde une image, on l'oublie immédiatement. Mais je cherchais à capturer ici ces fragments d'images et voir ce qui se passe lorsqu'elles sont utilisées, réutilisées, réutilisées. Et pour moi, les images sont aussi des images qui voyagent. Alors, dans le cadre de la construction de mes travaux, donc je vois une image en ligne sur les réseaux sociaux. Je travaille avec une capture d'écran. Donc après, j'aime aussi m'éloigner de l'écran et imprimer sur différents supports dans différents formats. Et ensuite, je peux tester dans le studio mes compositions. Donc parfois, j'interviens, c'est-à-dire je plie ou je change la composition, l'arrangement des fragments. Puis ensuite, je les photographie et donc je les présente sous forme de collage pour imiter cette circulation du cycle de vie des photographies pour présenter sous différentes variations également. Il est important de noter dans mes travaux et aussi donc l'intérêt dans le corps fragmenté. C'est pourquoi j'inclus des espaces blancs. Et il y a des travaux présentés ici d'ailleurs à Paris Photo où vous pouvez voir l'idée des dynamiques de groupe, les comportements des groupes. Je me suis intéressée au sujet de l'intégration de plusieurs personnes pour évoquer le lien entre les personnes, les liens que nous créons. Donc, cette œuvre s'appelle Standing, debout. Cette série, de par le titre, vous comprenez que j'évoque l'idée du remplacement. Vous voyez qu'il y a des corps, mais il n'y a pas de visage. Et je m'inspire des rôles, peut-être parfois, où nous sommes dans une assemblée et nous jouons un rôle. Nous essayons d'être une autre personne. Alors, vous voyez, dans cet espace, il y a des corps, mais représentés avec parfois certains membres du corps. Nous ne voyons pas vraiment. Ils ne sont pas ordonnés. Et j'aimais l'idée d'évoquer la chorégraphie comme une sculpture. Et ces liens entre les personnes que j'évoquais, je trouve très intéressant de prendre le temps de réfléchir aux autoportraits, donc l'individu qui prend la pose et le paradoxe avec une personne qui se présente avec un sac de course, par exemple, mais aussi les rapports avec les autres, cette interdépendance des uns aux autres, même sans se connaître. C'est pourquoi il n'y a pas de visage.
Et donc, j'aime aussi présenter des détails où vous voyez seulement un mouvement, un geste, ou la main qui cherche à révéler quelque chose ou arrêter le geste. Je présente aussi ici les menaces. De plus en plus, je m'intéresse à la fusion de tous ces différents éléments, la fonction des gestes quelque part. Un autre aspect que je montre ici, en partie, c'est l'idée des masques, de se cacher. Je mène l'arrière-plan en avant de l'image ici avec ces éléments en aluminium pour montrer les contours du travail d'origine, de l'œuvre d'origine, avec un contraste avec le dessin. Et ce qui est intéressant, lorsque vous vous intégrez au travail, à cette œuvre, vous allez créer des réflexions ou changer la lumière sur cette photo en passant devant et vous la verrez sous une différente, avec des jeux d'ombre changeants. Et donc j'ai travaillé sur des séquences d'images. Comme vous voyez ici, cela ressemble un petit peu à une animation, comme un court film. Donc je souhaitais travailler encore plus sur cette dissolution des contours. Vous voyez une épaule, une main qui tient un écran et un visage sur l'écran. Et par le biais de cette série, je cherchais à comprendre cette dilution des formes et une déformation qui ressemble comme un objet surchauffé, qui fond. Cette fonte, cette idée d'objet qui fondent ou de visage en train de fondre est de plus en plus présent. Cette idée est de plus en plus présente dans mon travail. Et puis j'ai parlé de l'idée de zoomer. Donc c'est un élément que l'on retrouve ici aussi. Je vous invite à découvrir ces œuvres aussi en vrai. Donc ce sera très différent de les voir ici à l'écran. Vous verrez mieux les fragments et ce que je viens de vous présenter. Merci. Donc nous discuterons bien sûr à la fin ensemble et tout d'abord j'invite Gretchen à présenter vos travaux. Merci, merci Marco pour cette présentation. C'est un tel plaisir d'être avec vous. Vous pouvez nous retrouver au stand F05. Nous ne sommes pas loin tous les uns des autres. Donc, je commence ici. Ce que je présente ici à Paris Photo, et donc ce sur quoi je travaille depuis 2 ans, conceptuellement, c'est une série que j'appelle les portraits Facetune. J'ai l'intention d'utiliser ce mot de portrait pour présenter mes travaux dans le contexte de qui peint et qui est représenté dans ce portrait. Et vraiment en faisant référence à l'histoire des portraits, puisque nous utilisons maintenant beaucoup la technologie pour créer davantage de pouvoir par le biais d'images. Est-ce que vous connaissez le concept du face tuning? Il s'agit donc des filtres pour le visage. Je suis sûre que vous avez entendu parler de ces algorithmes disponibles sur les réseaux sociaux. Mais nous savons que beaucoup d'opérations cosmétiques consistent à donc des personnes qui cherchent à faire adapter par le biais de la chirurgie plastique leur visage pour plus ressembler à leur visage avec filtre. D'ailleurs, sur Zoom, vous pouvez retoucher votre apparence. Donc, vous voyez, cette personne. Votre représentation sur Zoom peut être améliorée par des filtres. Est-ce que je me trompe de bouton?
Donc, ce que je fais avec les portraits Facetune, c'est que je prends une photo, une image. Je vais vous présenter ici rapidement. Donc, j'applique les mêmes modifications que vous pouvez appliquer sur une application par le biais de votre téléphone portable. Et donc, je rends ce processus physique, tangible. Vous pouvez voir ces portraits, ces images sur notre stand. Et donc, ce processus de création de ces images, donc je commence par déterminer l'espace de création. J'utilise une imprimante à huile développée par Mandel Labs à New York, Tuxedo. Donc, il est possible de prendre toute image et la reproduire en huile sur toile. Donc, beaucoup d'artistes numériques utilisent cela pour ensuite imprimer sur toile et vendre leurs travaux. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup travailler avec cette imprimante, c'est que j'ai alors une photo que je peux manipuler physiquement. Et la photo, lorsqu'elle est toujours humide, j'applique l'huile est toujours n'est pas encore sèche. Alors j'utilise un autre processus juste après où je fais passer l'image par un robot. Donc c'est une application Facetune, c'est-à-dire j'applique les mêmes filtres que vous pouvez appliquer à vos propres images sur certaines applications. Et donc par le biais de l'algorithme, nous pouvons voir les différences entre l'image initiale et l'image modifiée. Et le robot nous donne ces instructions et la photo n'est pas encore sèche. Donc cela veut dire que je peux la manipuler. Et donc le robot va appliquer ces différentes modifications. Ce que vous voyez ici, c'est donc le travail du robot qui envoie des consignes sur la base d'un algorithme. Donc ce n'est pas moi qui va dire, oh, il faut changer la forme du nez ou avoir des lèvres plus pulpeuses. Non. C'est comme un algorithme TikTok, n'est-ce pas? Mais ce que je peux faire, ce que j'influence, ce sont les contours, comme la création d'une image ou d'un portrait peint. Ce que je fais dans cette vidéo, je travaille avec mon équipe robotique. Nous lançons le robot, ainsi lors de son intervention sur l'image, je peux encore modifier des facteurs comme la pression, la vitesse et tous les autres aspects de création. Nous voyons ici donc un selfie que j'ai pris donc en m'assurant qu'il n'y avait pas de modification par l'algorithme dans cette première image. Et le robot, plutôt que de modifier les pixels pour mincir ma taille, il a simplement brouillé les contours de mon corps ou flouté les contours. En faisant cela, nous voyons de magnifiques traits de pinceau. Voici ce que je souhaitais vous montrer. Puisque l'algorithme décide du mouvement des pixels, mais nous, ici, nous créons un petit peu comme des cicatrices, des accords entre qui nous sommes et qu'est-ce que l'algorithme de l'IA nous dit sur qui nous sommes, ce que l'algorithme en pense. Donc ce sont quelque part des portraits de conflit, des portraits qui existent
reste dans le flou par rapport à qui nous sommes. Ce n'est pas seulement un jugement de valeur sur ces modifications par l'algorithme, ce que cela produit sur nos attentes ou notre propre image de nous-mêmes. Mais nous devons toutes et tous coexister avec notre soi numérique et ce que l'IA, ce à quoi l'IA pense que nous devrions ressembler. Et nous cherchons à amplifier ici cette tension, cet inconfort. Alors j'espère que vous aurez l'occasion de venir voir nos images. Vous irez tous voir les images numériques juste après cette présentation, n'est-ce pas? Je l'espère. Et maintenant, nous allons présenter Michael. Bonjour. Merci, c'est un tel plaisir de pouvoir continuer juste après ces présentations. Marco, merci. Et Lina, merci pour cette invitation à participer aujourd'hui. Et Adam de Tender, merci à vous. Je suis Michael Mendeberg et donc je suis un artiste multidisciplinaire. J'ai suivi une formation de photographe et donc je m'intéresse beaucoup à ces travaux basés sur l'image en parallèle avec d'autres œuvres et d'autres pratiques conceptuelles. Et je vais présenter le projet qui s'appelle Taking Stock. Sur lequel je travaille depuis 2 ans. Et donc, je présenterai à 14h30 dimanche. Et je vais vous montrer quelques vidéos qui pourraient donc avoir des... Il y aura des images. Je souhaite juste vous prévenir que si jamais vous avez du mal à visualiser ces images clignotantes, je vais vous prévenir. Si vous préférez, à ce moment-là, regardez ailleurs. Donc, je me suis intéressée à ces images d'individus sur Adobe et j'ai créé une série d'images. Celle-ci, Topic 63, Pose 23, Geste 21, Objet 67, Ping Phone, Téléphone rose, téléphone, communication mobile, etc. Donc le reste de cette présentation, finalement, va porter sur ce titre. Plongez dans ce titre en détail, décrivant le processus. Sujet 23, pose 21, geste 68, dépression, stress, problème. Donc pour David Harvitz. Sujet 22. Et voici donc une première vidéo, et donc je dois vous prévenir, si vous êtes sensible au clignotement d'image, que cette vidéo en contient. Shocked and concerned, stunned young Asian woman gasping from shook, holding hands on mouth, popping eyes. Young handsome man holding coffee to take away covering, mouth with hand, shocked and afraid for mistake. This happy businessman standing isolated on white background. Young Asian woman over isolated Caucasian. The studio portrait of handsome, cheerful worker with helmet, isolated, a young, pretty brunette woman in fashion suit and business. This is a 9-minute video. Alors, c'est une vidéo qui dure 9 minutes, ce n'est qu'un petit morceau de cette vidéo. Alors, les photographes, ce type de vidéos sont importantes, elles l'ont été depuis longtemps, elles nous entourent, on les voit sans cesse, on fait semblant de ne pas les voir. Il y a beaucoup de théories à leur sujet, on ne les prend pas en considération et elles sont pleines de clichés, elles sont issues de studios, mais la réalité c'est qu'elles représentent une iconographie de nos jours. Le cœur de ces modèles qui sont entraînés pour la génération d'images représentent des sets de données de millions d'images en réalité.
Donc, il y a des millions d'images qui sont stockées pour créer tout ça. L'OpenAI a énormément d'outils pour cela. Ça, c'est la couche supérieure du cake, du gâteau des données que les algorithmes mangent, le gâteau que les algorithmes mangent. J'aime les images. Alors, je vous ai montré ça au début. Et qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, ce qu'on voit, ce sont des personnes binaires. Les femmes ont toutes des cheveux longs. Si vous travaillez, vos cheveux sont attachés. Tout le monde, ce sont des professionnels, des gens qui travaillent, qui sont joyeux, à l'exception de l'homme en bas à droite, qui semble coincé. Et la majorité d'entre eux sont éloignés. Donc, j'ai traité 131 millions d'images. Tous les gens que j'ai pu trouver, donc je les ai rassemblés, qui avaient ces caractéristiques de joie, etc. Mais c'était des images qui venaient d'Inde, d'Afrique, d'Asie orientale. Alors, il y avait des petites images de beaucoup plus grandes, et ces images venaient également des États-Unis et de l'Europe, mais la plupart des photos venaient d'Ukraine, de Russie, et il y en avait plus donc de ces pays-là. La Biélorussie également. Tous ces pays créent davantage d'images que 3 pays d'Europe rassemblés. On en reparlera. Alors, j'ai fait 2 choses avec cela. J'ai créé un modèle par sujet qui m'a permis à décrire les relations entre un texte. Donc, il y avait des mots-clés. Et avec ces mots-clés, on cherchait des liens. Par exemple, joyeux, souriant, etc. Même si toutes les images ne montraient pas que des images de gens souriants, mais elles étaient plutôt très minoritaires. Ici, il y a une description des gens par leurs vêtements, des vêtements des gens professionnels. Alors, il y a une chose qui m'a surprise, c'est que des gens qui montraient quelque chose, qui pointaient quelque chose avec leurs doigts. En général, il y a une pub qui vient après ça. Oui, c'est pour ça que ces photos sont faites. C'est ça qu'on fait avec l'apprentissage IA. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est le réalisme capitaliste qui est en jeu. La famille des hommes, c'est une version, une expression du capitalisme. En réalité, ces thématiques, ces sujets représentent une analyse du travail. L'autre est fait consiste à savoir où se trouvent le visage et les mains. Alors, je reviens à cette image. Sujet 63, pose 23, les deux mains centrées, et geste 21, qui est les deux mains dans un geste avec la paume vers le corps. Alors, objet 67, c'est le téléphone portable. Donc, chiffres maintenant, il y a beaucoup de chiffres. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas les comprendre, mais
Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il s'agit du téléphone ici. À gauche, il y a 32 poses. Au-dessus, on voit donc la répartition des téléphones. Il y a 138 gestes différents. En bas, ici, on voit 3726. C'est le groupe d'images où les mains sont, sont au centre du corps. Et ça, ce n'est que pour les images où les visages regardent droit devant eux et ne sont pas tournés vers la droite. Donc, ce sont des segments à chaque fois. Et ça, c'est l'image qui est présente au centre des données. Alors, je voudrais retourner en arrière. Alors ici, en vert, on voit les clusters d'images. Il s'agit de toutes les possibilités d'images. Donc, il y a 65 000 images possibles dans ces données. L'IA sait où se trouvent les images. Alors ici, ce n'est pas exactement la même chose qu'une image générée par l'IA, mais on envisage les mêmes données en fait. En général, je prends le cluster le plus important dans la thématique. Ici, le doigt sur les lèvres. Ici, une autre posture. Ici, avec un téléphone noir. Vous vous rappelez, on avait vu un téléphone rose. Regarde le sujet, ne regarde pas la caméra, regarde la caméra, ne regarde pas la caméra. Téléphone noir. C'est plus ambigu en termes de genre, le fait d'utiliser un téléphone noir. Et voilà, le businessman. Une bouche qui exprime la surprise. Et je pense qu'ensuite, on va avoir une vidéo. C'est un autre passage de la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, voilà, c'est mon travail. Vous pouvez le voir en bas et je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, par où va-t-on commencer? Après cette vidéo assez hypnotique, ma question ici à Paris Photo serait où est passée la photo? Quand vous parlez, en fait, c'est vraiment un ensemble de données. On a vu cette quantité invraisemblable d'images. Est-ce que c'est la manière dont ces images existent ou seront utilisées? Vous avez montré des photographies. Toutes les deux, vous avez parlé de la culture des selfies. Toutes ces images qui sont la base de ces ensembles de données. Est-ce que cette foire est également un ensemble de données? Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ces deux présentations, c'est que, comme vous le disiez au début, ce sont les attentes. Comment est-ce que la photo a influencé nos attentes? L'IA qui est créée par l'IA. Et je me demandais sur la manière
L'importance que vous accordez à ce stock de photos, cela change nos attentes par rapport à ce à quoi un visage devrait ressembler. Cette foire est un ensemble de données, mais à quoi s'attend-on quand on regarde les autres gens aujourd'hui? C'est une manière assez douloureuse de montrer cela, mais toutes les émotions qui sont sous-jacentes, c'est ce que je ressentais en regardant votre travail. Oui, ça me semble assez intéressant de réfléchir à la difficulté de définir la photographie et de voir toutes ces différentes manières de les lire. Je me suis rendu compte qu'il y a de nombreuses manières, en particulier dans mon travail, il y a une confusion qui est créée. On ne sait pas au départ comment c'est fait, ou ce que c'est. C'est également une manière de parler de tout cela, de cette quantité invraisemblable d'images et la difficulté de savoir comment cela a été fait, comment l'image a été créée. Je ne pense pas que la photo soit quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde, tout est devenu une base de données. Ce qui est exceptionnel en ce qui concerne la photographie, c'est une prétention de vérité, et cela aujourd'hui entre en conflit avec ce qui est un ensemble de données. Alors pour revenir et pour poursuivre sur vos réponses, je me suis rendu compte que vous vous occupez tous de ces multitudes d'images et le statut de l'image photographique a changé. Alors, pour comprendre cette multitude, vous avez différentes stratégies, mais tous les trois, vous avez une manière de travailler cela avec la peinture. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous utilisez la peinture et quelle est votre relation avec la tradition photographique et la peinture? Michael l'a dit, ça a un rapport avec l'histoire et la relation à la vérité, et le rôle de l'astriste dans ce travail. Où est la technologie, où est le pouvoir? On sait que la peinture est différente. Plus on peut parvenir à cela avec la photographie, à cette compréhension elle a toujours été manipulable et très manipulable. Et le seul espoir, c'est que dans cette confusion, il y ait peut-être une meilleure compréhension. Pour moi, c'est également une manière de se reposer par rapport à cette masse d'images et le traitement de ces fragments en les combinant avec de la peinture nous permet de revenir à quelque chose auquel on est habitué. Donc je pense que c'est peut-être une manière de ralentir et de trouver une solution à cette masse et cette masse d'informations. Quand j'ai commencé à faire ce projet, je me suis dit, c'est vraiment un projet photographique parce que la manière dont je travaille avec la photo, c'est la photo ou en relation avec autre chose. C'est toujours dans un contexte. Mais voir toutes ces références historiques, c'est une photographie de l'esprit en réalité. Et cela revient à l'histoire, une autre histoire, des images composites, qui a une histoire très troublante avec Carlton, etc. Je pense qu'il y a des histoires dans l'histoire de ce qui est flou. Des caméras qui rendent l'image floue et artistique pour la distinguer de ce qui est strictement technique. Oui, il y a toute une histoire là. Mais d'autre part, je pense qu'essayer
montrer ce à quoi cela ressemble du point de vue des probabilités en tant que données, de voir presque comme en tant que possibilité quantique. Parce qu'au bout du compte, quand on génère une image, en fait, ce qui se passe, c'est vous faites rouler le dé de la probabilité. C'est une instance, un exemple d'une probabilité quantique. Et le résultat final, c'est quelque chose qui peut ressembler à la peinture. En tout cas, ça ne ressemble pas à une photo que l'on connaît. Et en partie, c'est dû au fait que le flou est assez différent d'un flou habituel. C'est un flou statistique. Alors, j'ai un parcours de peintre au départ, et il y a différentes formes de peinture qui nous permettent de nous sentir moins sûrs de ce qui se trouve sur une surface plate. En 2D, on peut essayer de voir une expérience de la réalité, alors que par rapport à la dimension 2D. Merci beaucoup. Est-ce que vous aimez cette idée de photographie quantique? La photographie a éteint finalement les différentes possibilités que l'on a d'envisager l'image, et on traite différemment la photo aujourd'hui. En raison de mon expérience dans cette expo, donc moi je suis commissaire numérique, mais donc j'ai cette expérience d'avoir circulé dans l'exposition. Il y a évidemment beaucoup de choses contemporaines, c'est tout à fait hors de contrôle, et c'est une bonne chose. Mais quand je vous entends vos présentations et que je vois vos travaux, vos œuvres, il y a une idée de moralisation. Vous dites que le numérique, ça n'est pas drôle, mais on ne peut pas. Ça crée des biais, c'est politique. Comment envisagez-vous cette question? Est-ce que vous êtes des moralisateurs? Qui veut commencer? C'est double. D'une part, mon intérêt premier était quel type d'informations se trouve autour de nous. Il y a des informations personnelles que l'on peut suivre dans ce qu'on voit en ligne. Comment est-ce que ces plateformes font de nos informations, etc., sans qu'on le sache. J'étais également intéressée par le fait de rendre ces processus visibles. À quoi ce portrait pourrait-il ressembler sur la base de toutes les traces qui existent en ligne? Mais en même temps, je travaille depuis 4 ans à ce projet, et c'est également très motivant et inspirant de travailler avec tous ces matériaux. Et je suis devenue obsédée par ces fragments aujourd'hui et les histoires qu'elles racontent. Donc il y a vraiment deux côtés. Une partie marrante aussi. Mon studio est le studio d'un peintre. Je pense que c'est quelquefois plus facile quand on regarde les œuvres, c'est l'absurdité. Il y a quelque chose d'illogique. Il y a quelque chose qui n'a pas de sens. Il y a des gens qui rient quand ils voient mon travail. J'en suis venue à considérer le travail que je fais comme une manière de comprendre via la data visualisation.
Ce que je fais est que je visualise les images et je crée du sens grâce à la sensation, en créant une dimension affective sur la base de ces données. En ce sens, je suis moins un moralisateur que transformateur. Je transforme les choses en quelque chose qui vous permet de ressentir les choses, qui n'est pas complètement surréel. Je travaille également à d'autres choses sur papier, avec des feutres, etc. Ce qui Personne n'est assez fou pour travailler autant de temps sur des données comme je l'ai fait pendant 2 ans. Mais bon, il s'agit quand même de sentiments. Et l'effet peut sembler moralisateur d'une certaine façon, mais je pense vouloir donner une idée de ce qui est présent. Oui, c'est une provocation, mais c'est également une question que je me suis posée et que je me suis posée en regardant vos images sous un œil politique. Et il faut faire attention, il me semble, à ce qu'on fait quand on analyse les choses comme étant purement négatives. Quand on parle de l'attrait et du leurre, il y a vraiment des aspects réconfortants. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans tous vos travaux. Vous avez des qualités d'attraction. Vous avez des stratégies similaires dans vos processus. Une stratégie pour attirer le public et le fasciner, l'attirer. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y avait quelque chose de volontaire dans vos travaux? Oui, je pense que d'un côté, il y a probablement, en tout cas dans mon cas, une confusion qui fait en sorte qu'on a envie de s'approcher et de mieux comprendre ce qui est dépeint. Mais il s'agit également, en particulier dans les travaux plus récents que j'ai faits, où il y a une idée du toucher et l'idée de pouvoir saisir quelque chose. Donc je pense que cette idée d'image fluide on la voit de plus en plus dans mon travail. Oui, j'applique cette technique de plus en plus dans mon travail. Il y a également une démocratisation de tous ces outils. On voit ça dans Facebook. Les gens utilisaient le Photoshop pour filtrer leur visage, etc. L'une des photos que l'on a, c'est de la famille royale avec toute la question de la manipulation autour de cette famille. Et cela est contrasté avec quelqu'un de célèbre qui souhaite ne absolument pas être retouché, filtré, etc. Donc, le souhait de vouloir être plus beau par les filtres, ce n'est pas seulement le fait de vouloir être beau, mais c'est vouloir être accepté. Et ce souhait d'appartenir au groupe, c'est pour ça qu'on utilise tous ces outils de filtres, etc. Je vais répondre à cette question. Bon, je n'ai pas une grande réponse à vous donner, mais c'est fait pour être hypnotique. C'est difficile à regarder et c'est difficile de détourner son regard à la fois. Formidable, merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais vous proposer de poser des questions si vous le souhaitez.
Si vous voulez lever la main, on passera le micro dans la salle si vous souhaitez poser une question à nos artistes. Bonjour, je m'appelle Joanna. Pour revenir à ce que vous venez de dire en ce qui concerne la modification pour devenir plus jolie, pour s'intégrer dans les groupes, alors je ne me rappelle plus où, mais de plus en plus, on voit un nombre croissant de gens qui se sentent seuls, isolés, en particulier aux États-Unis, dans la jeune génération. Donc, j'aurais voulu savoir comment, dans votre travail et dans ce que vous observez, ce sentiment de souhait d'appartenance est important en dehors de ce monde numérique qui nous permet de communiquer. Vous faites peut-être référence à un article du New Yorker qui parle d'un nombre croissant de suicides chez les jeunes. Pour moi, tout cela, c'est le côté négatif et le côté évident et lié à la manière dont nous évoquons et nous soyons trop moralisateurs. Tout le monde a la même tête, tout le monde a le même sein, le même nez. C'est presque drôle quand on voit ça dans un certain contexte. Il y a quelque chose qui se passe quand le robot applique les modifications. On dirait que c'est violent, en fait. En utilisant la peinture, quelque chose de plus matériel, avec cette série en particulier, ce que je voulais, c'était trouver une manière d'être en conversation avec les gens plus jeunes et peut-être leur créer une question sur comment ça les impacte. Je m'appelle Vérosac. J'ai fait un doctorat. J'ai beaucoup apprécié vos présentations puisque c'est l'objet de mon étude. C'est une question pour Alina, mais peut-être que vous pouvez tous y répondre. C'est une question de curiosité. Depuis que je suis intéressée à la métamorphose et les algorithmes, etc., une technologie qui est toujours plus ou moins présente, mais que les gens mangent rarement, c'est la réalité virtuelle. Et en particulier, je me demandais, en particulier à Alina, puisque tu travailles avec des collages, ça m'a rappelé à une photogrammétrie. L'idée de rendre les choses 3D et de créer de la réalité virtuelle. Et donc, on quitte quelque part la dimension 2D des photos. C'était très intéressant, merci. Merci pour votre question. C'est assez intéressant parce que c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus et que je voudrais intégrer dans mon travail, dans une combinaison de vouloir que ce soit plus physique et voir les choses de façon plus globale et moins fragmentaire grâce aux impressions aluminium. Ça, c'est vraiment la première étape de ma volonté de travailler le 3D sans utiliser la technologie. Mais ça va. Mais le travail plus sculptural, c'est la direction que je veux prendre, effectivement. Peut-être une question, une dernière question. Comment protégez-vous votre image quand elles sont en ligne et que vous êtes représenté, comme ici, par exemple? Que faites-vous? Et qu'en est-il des photos? Est-ce que vous payez pour ces images? Est-ce que vous les prenez sur Internet ou est-ce que vous payez des agences pour ces photos?
Ou est-ce que vous les empruntez? Peut-être pour vous, Michael? Oui, je peux répondre à ça. Donc, c'est considéré comme aux États-Unis, c'est considéré comme étant transformateur, et donc je n'utilise qu'une petite partie d'un travail plus important, et donc ça n'a pas d'impact. Donc il y a des critères bien spécifiques, et donc non. Les images sont devenues présentes partout aujourd'hui, et l'appropriation des images dans tous ces travaux montre combien les formes contemporaines des approches photographiques requièrent un changement de la création vers l'appropriation. Les selfies dans les ascenseurs, etc. Je pense que nous sommes à la fin de cette conversation, mais c'était formidable. J'aurais aimé pouvoir poursuivre toute la journée. Je vous remercie. Je vous remercie à tous. Merci à l'équipe technique. Au revoir. Merci.